Undertale, créé par Toby Fox, est un jeu de rôle unique qui se distingue par son apparence innovante et de la narration. Du gameplay et de la morale, le lore de Undertale est riche, complexe et captivant, plongeant les joueurs dans un monde souterrain peuplé de monstres avec des histoires et des personnalités profondes. Voici une exploration détaillée du lore de ce jeu emblématique. Undertale, le jeu incroyable de mon enfance, de Alicred. Donc tout d'abord dans Undertale, lorsque vous commencez le jeu, on vous explique que vous entrez dans le monde souterrain. Donc c'est un royaume caché sous la surface de la Terre où les monstres ont été bannis après une guerre contre les humains. Donc cette séparation, due à une peur et une incompréhension, a mené à un conflit tragique, laissant les monstres emprisonnés par une barrière magique. Et donc le joueur va incarner Frisk, donc c'est un enfant humain qui va tomber dans le monde souterrain et tenter de trouver un moyen de retourner à la surface auprès des siens. Donc tout d'abord dans cette vidéo je vais parler de toutes les zones qui sont présentes dans le jeu pour après présenter chacun des personnages et leurs caractéristiques, parler des thèmes moraux et des thèmes à apporter et parler par Toby Fox. Donc parmi ces thèmes moraux, je vais parler des différentes routes. Pour ceux qui connaissent Undertale, vous savez de quoi je parle. Après, je vais parler des thèmes universels, parler de l'influence des styles musicaux, et pour ensuite terminer sur une conclusion et l'impact culturel qu'a créé Undertale depuis sa création, donc en 2015. Donc tout d'abord, pour parler donc du royaume dans lequel Frisk va tomber en général, on va l'appeler l'Underground pour tout le reste de la vidéo. Donc c'est un vaste réseau de cavernes et de zones variées dont je vais parler plus tard. Donc chaque peuple de créatures uniques vivent dans chacune de ces zones, dans ces zones précises. Et donc parmi ces zones, tout d'abord on va retrouver les ruines. Les ruines donc, ça va être la première zone explorée dans laquelle on va arriver. Donc là où Frisk va se balader en premier. Donc c'est un lieu paisible mais qui va rester avec une zone de tristesse, remplie de souvenirs du passé. Et ça, donc, je l'expliquerai plus tard avec le personnage qui l'abrite avec le reste de l'histoire. Après, donc, la deuxième zone que Frisk va visiter, ça va être Snowdin. Donc, c'est un village enneigé et chaleureux où vont résider deux frères, dont je vais aussi parler plus tard. Donc, cette zone, c'est caractérisé par son ambiance très montagneuse, très froide et hivernale. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup de gens adorent cette zone, c'est parce qu'elle est très... Elle est chaleureuse, mais elle est enneigée à la fois. Et après, il va avoir Waterfall. Donc c'est une région aquatique et très sombre, avec très peu de lumière, mais que moi personnellement c'est une de mes zones préférées, je la trouve absolument magnifique. Et donc c'est là où il y a énormément de secrets à trouver, dont je parlerai plus tard, et qui abrite deux de mes personnages préférés. Après, il y a Outland, donc c'est la zone volcanique et industrielle où réside un autre personnage important. Et donc cette région, c'est un peu le centre technologique de l'Underground, c'est là où il y a toutes les grandes choses qui se développent et autres. Après, il y a le corps. Donc le corps, c'est un générateur central qui va alimenter l'Underground. C'est une zone cruciale pour la survie des monstres, supervisée par un personnage qui est très très connu. Donc après, il y a le château. Donc le château, c'est un peu la dernière zone du jeu. Donc c'est là où siège le roi. C'est situé au sommet du royaume, donc c'est le dernier endroit qui est entre la différence du royaume des humains et du royaume des monstres. Et donc ça va ici que va se dérouler une des confrontations les plus importantes de l'histoire. Donc après, on a les personnages. Donc tout d'abord, il y a Frisk. Donc Frisk, c'est le protagoniste de l'histoire et qui va pendant tout le long être silencieux, qui ne va pas dire un mot. Et donc toutes ces actions, ça va déterminer l'issue de l'histoire. Donc comme je le dis plus tard, ça va faire le déroulé de votre route. Donc j'en parlerai plus tard. Donc avec l'issue de la route qui fera changer les actions de l'histoire. On rencontre Toriel. Donc Toriel, c'est la mère protectrice qui prend soin de nous à notre première arrivée lors des ruines.
Elle va nous apprendre comment passer des pièges, comment bien se déplacer, comment se défendre. Elle va nous apprendre un peu les bases. Donc c'est l'ancienne reine des monstres. On va l'apprendre ça plus tard avec son mari. Et donc aussi dans ce passage-là, on apprend qu'elle était la mère de Azriel. Donc Azriel, j'en parlerai plus tard. Mais voilà. Après, donc dans Snowdin, on a les deux frères, Sans et Papyrus. Donc c'est deux squelettes qui sont frères avec une personnalité très contrastée. Sans, ça va être le comédien. Donc son prénom Sans vient de la police d'écriture Sans Comic. Et donc c'est de sa police d'écriture d'ailleurs avec laquelle il parle. Et lui, il va être assez détendu, mais va rester un côté mystérieux avec un secret qu'on apprendra plus tard. Alors que Papyrus, lui, il est très enthousiaste, très naïf. Et lui, son rêve, ça va être de rejoindre la garde royale. Et le prénom Papyrus, donc, vient de la police d'écriture Papyrus. Il me semble, j'ai pas le nom en entier, mais je le marquerai. Donc lui, le rêve de Papyrus, ça va être de rejoindre la garde royale. Donc selon la route que le personnage principal va prendre, on va être amené à le tuer ou à le ou à l'épargner. Et donc ce qui va mener après à différentes suites dans l'aventure. Donc après, dans Waterfall, on rencontre Undyne, donc c'est la chef de la garde royale, et elle est très amie d'ailleurs avec Papyrus. Donc c'est un monstre de type poisson, comme on peut le voir à l'image. Donc elle est connue pour son courage, sa détermination, et elle représente surtout la force brute et le désir de protéger son peuple, à travers notamment pour beaucoup de personnages. Donc notamment elle passe pour une personne incroyable auprès de Papyrus. Papyrus a envie littéralement de devenir comme elle. C'est une grande protectrice, elle a beaucoup de fans dans Waterfall notamment. Donc après, dans Hotland, on rencontre Alphys. Donc Alphys, c'est la scientifique royale timide qui développe des technologies pour aider les monstres. Même si dans le fandom de Undertale, on sait très bien que Undyne et Alphys sont quand même assez proches. Voilà, petit clin d'œil, clin d'œil. Donc Alphys, c'est un peu la scientifique de génie qui crée plein de choses, dont notamment le prochain personnage qui est Métaton. Métaton, donc c'est le robot star de la télévision créé par Alphys, qui aspire à la célébrité. Sa véritable forme révèle des questions sur l'identité et la reconnaissance. Mais Métaton, en tout cas comme nous on la connaît, c'est sous une forme de robot, mais sous deux versions. Comme je vais l'afficher, il y a la version simple entre de grosses guillemets, donc boîte de conserve comme j'aime bien dire, et la version un peu stylée. Et donc après, dans la dernière zone, donc dans le château, on rencontre Asgore. Asgore, on l'apprend, c'est le roi des monstres. Donc c'était l'ex-mari de Toriel, donc le père de Azriel. Donc il apparaît comme le souverain tragique, pris entre ses devoirs et ses remords. Je suis pas personnellement une grande fan de Asgore, mais je trouve quand même qu'il a une backstory assez touchante et qui reste quand même notamment intéressante. Et donc le dernier personnage qu'on peut rencontrer, c'est Flowey. Flowey, en réalité, j'ai un peu menti. Flowey, on la rencontre dès les premiers instants du jeu, parce que c'est elle qui nous apprend être tué ou tué. Et donc on se fait notamment sauver par Toriel au moment où Flowey veut nous tuer dès qu'on arrive. Donc Flowey, c'est une fleur parlante aux pétales jaunes qui est omniprésente et qui incarne la manipulation et la méchanceté. Donc sa véritable identité, elle est essentielle pour comprendre le passé tragique du royaume, et donc je vais l'afficher à l'écran, et c'est une des dernières fins, on l'affronte dans l'une des fins. Les thèmes et la morale. Donc déjà dans Undertale, les thèmes qui sont explorés sont profonds, tels que le pardon, la rédemption, la moralité. Le jeu est célèbre justement pour son système de combat non violent où les joueurs peuvent choisir de combattre ou d'épargner les ennemis, et donc ce choix, il influence directement l'histoire et la fin du jeu, notamment du coup avec les routes pacifiques, neutres ou génocidaires, offrant des perspectives radicalement différentes. Donc pour la route pacifique, donc dans cette route-là, le joueur va choisir de ne tuer aucun monstre, cherchant la solution pacifique pour chacune des rencontres. Donc ça révèle des histoires personnelles et les luttes des monstres, qui conduit à la conclusion émouvante où Frisk aide à réunir le monde des humains et le monde des monstres. Donc après, il y a la route neutre. Moi, personnellement, lorsque j'ai fait ma première run quand j'étais petite et que j'ai joué au jeu, j'avais fait la route neutre. Donc la route neutre, ça représente un équilibre où certaines décisions de tuer ou d'épargner sont prises de manière
inconsciente. Donc très souvent, la plupart des joueurs, quand ils jouent pour la première fois, ils connaissent pas l'histoire des routes et autres, ils jouent très souvent en route neutre. Donc elle offre de multiples fins basées sur les choix du joueur qui mettent en lumière les conséquences de leurs actions. Donc il y a l'équilibre instable, donc c'est des choix mixtes qui mènent à des fins variées, reflétant les conséquences des actions de joueurs, et donc ça mène à une fin multiple. Chaque combinaison d'actions offre une fin différente, certaines plus sombres que d'autres. Donc moi personnellement, à la fin de ma run neutre, j'ai dû affronter Omega Flowey. Après, donc la dernière route, la route génocide. Donc cette route, bien sûr, c'est la plus sombre, qui voit le joueur délibérément tuer chaque monstre qu'il rencontre. Bon, bien sûr, faut faire d'abord quelque chose en... Mais il me semble que c'est tuer 20 monstres dans chaque zone dans laquelle on passe pour pouvoir garder justement la route génocide. Et donc ça va transformer le jeu en une expérience horrifique où Frisk va juste devenir l'antagoniste redouté et même des personnages puissants comme Sans se dressent désespérément contre eux. Donc lors de la route génocide, à la fin, de base si on fait la route pacifique ou neutre, on n'affronte pas Sans, mais dans la route génocide, on va l'affronter. Parce que notamment on a tué Papyrus au début qui c'est son frère. Et donc le combat, il est connu comme étant hyper compliqué. Bien sûr, beaucoup de gens ils ont du mal à faire le jeu, mais personnellement l'ayant fait, bon bien sûr je ne l'ai pas fait en one shot parce que one shot je ne connais personne qui l'a déjà réussi à le faire, mais j'ai réussi en quelques fois quand même, il reste quand même assez compliqué, donc la route génocide c'est vraiment pour les gens qui ont déjà fait le jeu, donc si vous n'avez jamais joué à Undead, déjà jouez-y, c'est vraiment une expérience incroyable. Et vraiment je conseille les gens à tester le jeu dans toutes les routes parce que chacune ça mène à des choses complètement différentes. Et donc la route génocide, elle va montrer une destruction totale, donc en tuant tous les monstres. Donc c'est Frisk qui va devenir justement l'antagoniste impitoyable que tous les monstres vont redouter. Et donc après, ce qui va mener à la confrontation finale, donc c'est les combats contre San et Asgore qui sont parmi les plus difficiles et émotionnellement chargés, parce que notamment lorsqu'on combat Sans et qui nous parle de son frère, de tout et tout. Moi personnellement ça m'a énormément touché parce que je trouve ça très intéressant. Donc après les thèmes universels que Toby Fox parle dans tout son jeu, c'est le pardon, la rédemption comme j'ai déjà dit, la conséquence d'action, donc le fait de tuer une personne, ce que ça peut mener et autres, des actions aussi sur la valeur de la vie. Donc le jeu il va forcer les joueurs souvent à réfléchir sur la moitié de leur choix et donc s'il va offrir justement une expérience qui va au-delà d'un simple choix entre la vie ou la mort, ou de la simple mort d'un personnage dans la vidéo, on remarque à quel point ça va toucher les, les personnages du jeu. On remarque que dans leur... dès qu'ils en parlent, ils en parlent comme un vrai deuil. Et c'est vraiment quelque chose de très touchant. Et donc après, un gros morceau du jeu, c'est l'influence et le style musical. Donc la bande sonore de Undertale, elle va se caractériser par une fusion de styles allant du chiptune, je connais pas du tout, du chiptune rétro au rock orchestral. Donc moi je suis une très grande fan de la musique de Toby Fox. Donc Toby Fox notamment il va s'inspirer de plusieurs genres et d'autres jeux vidéo pour créer une ambiance unique et nostalgique, tout en apportant bien sûr une touche assez moderne. Donc déjà on a le chiptune et le 8 bits. Donc c'est beaucoup de morceaux qu'il va utiliser ont des sons de chiptune, donc ce qui vont rappeler les jeux de l'ère NES ou des SNES. Donc ce qui va créer une atmosphère assez rétro. Donc je vais mettre des exemples, notamment il y a Ruine qui va accompagner la première exploration de Frisk dans les ruines, ce qui évoque la simplicité et la mélancolie du lieu. Donc après on a le rock orchestral. Donc c'est certains morceaux qui vont combiner des éléments orchestraux avec du rock, offrant une intensité émotionnelle accrue lors des moments clés, donc notamment le plus connu Megalovania. Donc c'est un morceau emblématique utilisé lors de la, confrontation avec Sans dans la route génocide. Et donc c'est une combinaison puissante de guitare électrique et de synthétiseurs. Donc si cette musique elle est tant connue, c'est pour son originalité et que c'est la première fois qu'on entendait une musique aussi
aussi importante dans un jeu indé comme ceci. Et donc c'est notamment ça qui a fait le plus grand succès de Undertale, c'est pour bien sûr ses thèmes, mais aussi pour sa musique qui passait. Vous avez forcément vous avez forcément déjà entendu une musique de Undertale dans au moins une vidéo. Même moi j'utilise notamment sur TikTok, allez voir TikTok, où j'utilise comme son entre les différents clips de mes lives. Venez voir sur Twitch. Il y a aussi notamment beaucoup de thèmes mélancoliques et répétitifs. Donc Toby Fox, il utilise des motifs musicaux récurrents pour créer une cohérence et renforcer les thèmes émotionnels. Du... Des mélodies comme celle de Undertale, donc une des plus connues, qui se retrouve dans plusieurs morceaux, qui va créer un lien musical tout le long du jeu. Et donc c'est notamment cette musique-là qu'on va reconnaître dès qu'une personne va parler d'Undertale. Et donc c'est une des plus connues et c'est ça qui va accompagner le joueur jusqu'à la fin. Et c'est aussi ça qui fait une First Tale, c'est qu'on retient les musiques tellement elles sont marquantes. Donc il y a notamment beaucoup de musiques clés avec leur impact. Déjà Undertale, donc c'est le thème principal qui capture l'essence du jeu elle-même, qui va mêler la douceur et la tristesse. Et donc c'est aussi ça qui fait qu'elle soit aussi connue. Il joue un rôle central lors des moments émotionnels, qui va rappeler donc constamment les enjeux du voyage de Frisk. Bien sûr, il y a Megalovania, donc c'est probablement le morceau le plus célèbre utilisé dans la route génocide lors du combat contre Sans. Donc sa complexité et son rythme rapide qui va, qui va refléter la difficulté et l'intensité du combat, devenant un symbole de l'impact émotionnel de cette route. Hopes and Dream et Save the World, donc c'est utilisé lors du combat final contre Azriel dans la route Pacifique. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que lorsque vous êtes dans la route Pacifique, à la fin, vous affrontez face à Azriel. Et donc ces morceaux qui vont symboliser l'espoir et la détermination. Moi, c'est Hopes and Dream, c'est une de mes préférées personnellement. Et donc leur dynamique, c'est leur mélodie qui inspire et renforce le thème de la rédemption et de la persévérance lors du combat justement face à Azriel. Il y a His Theme, donc c'est une mélodie douce et émotive qui est associée très souvent à Azriel, donc qui joue un rôle clé dans l'histoire. Il y a aussi Her Touch, donc c'est le thème de combat contre Toriel, qui est très connu aussi, que d'ailleurs toutes les musiques je les mettrai en fond dès que j'en parlerai. Donc c'est un des éléments orchestraux et de piano pour capturer le conflit entre devoir et amour maternel. Après il y a Bonne Trousse, désolé si je le dis très mal, c'est le thème de Papyrus, donc c'est léger et enjoué. Donc celle-ci elle est très utilisée notamment dans les vidéos YouTube, lorsque le jeu était sorti parce que tout le monde aime ses musiques. Donc elle reflète la personnalité optimiste et de désir de devenir de la garde royale pour Papyrus. Enfin moi je la trouve très, très jolie cette musique. Après il y a aussi Spider Dance, donc Spider Dance c'est un morceau assez énergique et rythmé, qui est utilisé lors du combat face à Muffet dont je n'ai pas parlé qui fait partie de mes personnages préférés. C'est pas un sous-boss, mais c'est un boss qui me reste quand même assez important dans l'histoire, qui est dans le corps, il me semble. Et donc elle combine des éléments de jazz et de chiptune pour créer justement une ambiance assez trépidante. Et je trouve que le morceau marche très bien avec le caractère et c'est un des morceaux qui va le mieux avec son personnage, je trouve, personnellement. Et après, il y a Death by Glamour, qui est aussi une de mes préférées. Donc c'est le thème de combat face à Metaton X, donc qui fusionne des éléments électroniques et de danse pour refléter son aspiration à la spiritualité et à la célébrité. Et je pense que ce thème-là, Death by Glamour, qui représente tellement bien Metaton X. Donc après, on va aussi parler des techniques de composition. Donc c'est l'utilisation de leitmotiv. Donc c'est Toby Fox qui va utiliser des motifs récurrents pour lier les personnages et les thèmes narratifs, ce qui va créer donc une continuité musicale tout le long du jeu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le motif Undertale qui apparaît dans plusieurs morceaux, comme dans Respite et Once Upon a Time. Après, il y a aussi les transitions musicales qui sont très importantes. C'est la musique qui change souvent en fonction des actions du joueur, qui renforce l'immersion totale. Donc par exemple, lorsqu'on va prendre les thèmes de combat qui s'intensifient, lorsque la tension augmente, parce que lorsqu'on est face notamment à Undyne et qu'on passe à... Non, on va prendre... Lorsqu'on passe de Metaton à Metaton X, les chansons changent légèrement, selon moi, mais elles restent... Il y a une intensité qui est en plus, on remarque qu'il y a vraiment quelque chose en plus. Et après, il y a aussi du coup l'émotion et l'atmosphère. Donc c'est la musique d'Undertale qui est essentielle pour
qui a été essentiel justement pour établir l'atmosphère émotionnelle de chaque scène et du jeu. C'est avec ces musiques-là qu'on a pleuré face à la mort de Papyrus, ou de Hendai, ou de Métatone, ou de Asgore. Donc ils agissent à des moments précis de tension pour toucher le joueur et ça marche très très fort. L'impact culturel qu'a eu cette musique, donc toute la bande sonore de Internet, est significatif sur la culture du jeu vidéo. Donc les morceaux comme Megalovania qui ont transcendé le jeu lui-même, il me semble qu'il y a plus d'écoute sur Megalovania que de gens qui ont joué au jeu réellement. Et donc Toby Fox, il a réussi justement à créer une bande-son qui non seulement enrichit l'univers du jeu, mais qui reste aussi gravée dans l'esprit des joueurs très longtemps après avoir posé la manette. Moi personnellement, j'ai toujours certaines mélodies en tête et je les connais très bien, alors que je ne les ai entendues très peu de fois lors de la première fois que je jouais au jeu. Donc chaque morceau, c'est une rencontre avec une partie de l'histoire qui ajoute une profondeur et une dimension supplémentaire à ce chef-d'œuvre du jeu vidéo. Personnellement, je trouve vraiment que Undertale, c'est un chef-d'œuvre musicalement comme historiquement, et qui a des thèmes profonds et très importants. Donc pour conclure un peu tout ça, donc déjà le lore de Undertale, c'est un chef-d'œuvre de narration interactive. Donc c'était un chef-d'œuvre déjà en 2015 et il l'est toujours, même si le jeu a assez vieilli, on peut encore y jouer sans problème. Donc déjà, chaque personnage est développé mais avec brio. Toby Fox, il a vraiment créé un lore pour chaque personnage qui est très influent, sans en mettre certains de côté. Même Temi, qui est un personnage vraiment très à part, a un assez bon lore. Il a vraiment, Toby Fox a réussi à créer un monde où les choix du joueur sont véritablement importants. Et c'était une des premières fois pour cette époque-là. Donc ce qui a offert une expérience inoubliable qui remet en question la nature du jeu vidéo et la moralité d'Undertale. Et donc ce n'est pas seulement un jeu, c'est une aventure émotionnelle. Moi personnellement je l'ai perçu comme ça. Et c'est très philosophique parce qu'il parle de sujets assez philosophiques, se faire tuer ou tuer. Donc ça revient à plein de questions philosophiques que l'homme s'est posé pendant toute son humanité. Donc ça va continuer à résonner avec les joueurs longtemps, même avoir après terminé le jeu ou avoir fini toutes les runs. Moi j'ai encore certaines questions qui me restent en tête sur Undertale et que parfois je me dis, j'ai envie de rejouer à Undertale. Parce que le jeu est tellement bien, j'ai envie. Et donc Undertale justement a été acclamé pour son gameplay et son histoire, mais aussi pour sa bande son exceptionnelle. Cette bande son qui est composée notamment principalement par Toby Fox lui-même, c'est une musique qui joue un rôle crucial dans l'immersion du joueur et dans la narration de celle-ci. Et c'est grâce à ça que Toby Fox a réussi à créer une communauté entière sur un petit jeu indé qui est sorti en 2015 et qui a encore, bon, malheureusement un peu moins, une assez grande fanbase, que beaucoup de gens s'en souviennent même encore maintenant, dont moi et d'autres amis. Parfois on reparle d'Undertale avec nostalgie et on a envie d'en reparler parce que Undertale c'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui est dynamique et c'est vraiment un jeu qui est... Jouez-y en fait. Juste jouez-y. Moi j'ai pris énormément de plaisir à y jouer quand j'étais petite, lors de sa sortie en 2015, mais aussi maintenant. J'aime encore parfois relancer le jeu et me dire que bah c'est un chef-d'œuvre. Je ne peux rien dire d'autre à part que c'est un très très bon jeu. Et si vous ne l'avez pas joué, lancez-vous pas. Si vous n'avez pas d'argent, je n'incite personne bien sûr à utiliser des cracks ou autre, mais vraiment trouver quelqu'un peut-être qui a une clé Steam, qui a le jeu, mais vraiment tester le jeu. C'est vraiment une expérience à part entière. Et vraiment, jouez-y. C'était Ali Cred pour la review de Undertale, un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais petite. Et donc, je vais me répéter encore une fois, mais vraiment, jouez au jeu. Vous pouvez me retrouver notamment sur TikTok, Insta, YouTube, Twitch aussi, je fais beaucoup plus de live que de vidéos malheureusement. Et donc, on se retrouve pour une prochaine fois.